Allez, hop. Non, qu'est-ce qui se passe? On attend. J'ai pas envie d'avoir le coup du téléchargement online, etc. Très compliqué. Ouais, on est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans cette première édition du Tryhard. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour que ça soit simple à comprendre pour tout le monde? On va parler de Ruby. Non, non, non. On va pas. Putain, j'avais une bonne intro tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? On va parler des bidules là. Euh, hop, hop, hop. Ouais, ok. Je m'emballais. Ouh, ah, smooth. Ok, plutôt cool. Et putain, hein, toujours autorisé. Et allez. Oh là là. Gardez dans le doc. Gardez dans le doc et on va move ça là où c'était. Ok. On va le close parce que j'en ai pas besoin maintenant. Je vais quitter d'ailleurs toutes mes applis là dont j'ai pas besoin. Ah, quitter. VLC aussi. Forcer à quitter. Ah bon. Oh, très bien. Très bien, très bien. Ok. Allez, on va faire. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette première édition du Tryhard, la nouvelle édition où on va parler de Ruby aujourd'hui. Donc, comme c'est la première, je vais vous parler un petit peu du but de ces screencasts actuels et puis on va en même temps un petit peu faire des petits tricks. Donc, je vais lancer la console, une console RAID et vous expliquer. Donc, le but de faire les screencasts, on va surtout parler de Ruby et de Rails et aborder de façon un petit peu plus générale le développement informatique web surtout. Donc voilà, il y aura a priori trois types d'émissions majeures. Une émission où on fera des focus sur une particularité du langage, voire un sujet ou un autre, par exemple le méthode missing, et puis on va faire le tour de tout ça en faisant des exemples, des intégrations, parler de toutes ces petites subtilités. Un petit peu comme on va faire aujourd'hui d'ailleurs. Une émission où en fait on va partir de zéro pour construire tout un site web complet, full, avec toutes les étapes en Rails. Et une troisième émission qui sera plutôt de la banalisation sur le développement informatique, plutôt comment apprendre à coder en partant de zéro, donc expliquer les concepts de l'informatique en mode banalisation. Ça va être plutôt très intéressant. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur les opérateurs dans Ruby. Les opérateurs enfin l'opérateur et l'opérateur ou. Pourquoi? Parce qu'ils sont plutôt intéressants au final, on peut faire des trucs assez sympas. Allez, donc on va commencer par l'opérateur et. Euh, l'opérateur et, donc facile, on peut par exemple taper true et false. True et false, ça va nous renvoyer false. Bon ben c'est bien. Mais on peut aussi l'écrire avec le mot-clé end qui pour moi est quand même plus sympa. Parce que c'est vrai que ça facilite la lecture, et faciliter la lecture c'est souvent un point très positif quand on code. La différence entre ces deux lignes, en dehors d'un souci de lecture, c'est que ces deux opérateurs n'ont pas se comporter exactement de la même façon. Qu'est-ce qui va changer en fait entre ces deux syntaxes? Ça va être la priorité des opérations. Priorité des opérations, si on regarde la première ligne avec le double FR en fait, la priorité, si on met des parenthèses de priorité, comme en mathématiques,
avec les additions, divisions, soustractions, tout ça, qui sont très intéressantes, n'en doute pas, intégrale, primaire, enfin, ça c'est des conneries, hein, faut faire des études et tout, très intéressant, mais c'est pas du tout le sujet aujourd'hui, voilà, parce que je saurais pas vous expliquer comment, je sais pas. Du coup, true et false. Allez, on se reconcentre là les mecs, true et false, avec une double externe l'opération va se situer au niveau de l'entièreté de la condition. Donc si on est dans un if, bah, c'est la condition qui est dans le if sur ce et qui va être exécutée. Par contre, si on le tape avec le end, la priorité, en fait, on pourrait mettre des parenthèses de priorité sur ce qu'il y a avant le end et après le end. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord euh, évaluer ce qu'il y a devant, faire l'exécution là-dessus, et ensuite exécuter ce qu'il y a derrière, et ensuite, au final, évaluer l'entièreté de la ligne de l'opération. Alors, qu'est-ce que ça va changer ici? Pas grand-chose, mais dans certains contextes, ça peut avoir son importance. Si, par exemple, j'avais une variable, donc je vais l'appeler variable A, on aura deux variables, la A et la B, où je sais variable A reçoit true et false. Le résultat de la ligne, c'est false. Très bien. On va, avant de regarder le résultat, on va faire variable B pour soit true and false. Avec false aussi. Le problème, si on évalue nos deux variables, variable B, est-ce qu'elle est équivalente la A et la B? Elles ne sont pas équivalentes. Pourquoi donc? Parce que la variable A contient false et la variable B, elle, contient true. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On avait par ici variable B en soit true and false, qui nous a envoyé false, etc. C'est n'importe quoi. Si on regarde un petit peu plus attentivement ce qui s'est passé sur notre variable A et notre variable B, ici on a vu, si on remettait les parenthèses d'exécution, qu'on avait quelque chose comme ça. Donc on va d'abord exécuter le true et false, qui va nous renvoyer à false, et ensuite mettre cette valeur false dans la variable A. Si on prend par contre voilà, notre variable B, la priorité va être complètement différente. Et donc la première opération qu'on va faire, c'est mettre la valeur true dans la variable B. Cette exécution-là va nous renvoyer la valeur true, et ensuite on va exécuter la condition entière, savoir true and false, qui va nous renvoyer false. Mais ce qu'il y a dans la variable B, c'est uniquement true. Et, ouais, et donc ça peut être très problématique si vous n'êtes pas au courant. Voilà. Donc, une petite différence qui est quand même sympa à noter. Et d'ailleurs, en parlant de cette opération, et là, j'aimerais qu'on se penche un petit peu plus sur son fonctionnement pour arriver à la fin à un plus d'écriture qui va être assez pratique. Quand on regarde l'exécution, enfin, que nous renvoie l'exécution du et. Parce que vous savez que dans une condition, on a utilisé true et false. Très bien. Mais dans une condition, on n'est pas obligé de mettre des valeurs booléennes forcément. On peut très bien dire, je ne sais pas moi, 42 et 72. Qui va nous renvoyer 72, c'est bien. Mais très bien, parce qu'en fait, si on met une valeur dans une condition, ce qui va être évalué, en fait, c'est son existence ou pas. Donc un petit peu comme si on appelait sur chacune des valeurs qu'on a passées dans notre condition, la variable, enfin l'inverse, donc un autre nil. Est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas? Si je fais nil et 72, ça va nous renvoyer faux au final, hein, si on fait un if là-dessus, si je pousse par exemple Thomas là-dessus, on n'a pas de pouce, tandis que si on fait Thomas là-dessus, on va avoir le pouce.
Ça, c'est assez intéressant. Ce qu'on a vu un petit peu plus haut, c'est-à-dire ici nous a envoyé 1000, ici nous a envoyé 70, ça va nous permettre d'utiliser cette chose-là dans un contexte plus global. Donc qu'est-ce qui se passe d'abord? Pourquoi est-ce qu'il nous renvoie 1000 et 72 en fonction des cas? Il faut savoir qu'en Ruby, tout est objet, et ça a eu une conséquence très importante sur le fonctionnement du langage, à savoir que si tout est objet, eh bien, toutes les exécutions sont en fait des appels de méthodes, et comme en Ruby le return est implicite, ben, toutes les méthodes renvoient un résultat. Donc, quand on appelle en fait le et, comme ça, sur notre 42 et 72, c'est un petit peu comme si on faisait 42 point la méthode qui dirait end, parce que j'ai pas envie de écrire le WSC en US, mais la méthode end qui va prendre en paramètre 72. Et donc cette méthode-là va nous renvoyer un résultat. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai 1000 et 70. Quand ma méthode est va regarder ces deux valeurs. Elle va commencer par regarder la première valeur, donc le 1000. Le 1000, est-ce qu'il existe? Non. Donc sa valeur va être attribuée à faux, et le faux, dans une condition et, suffit à sortir de la boucle. Enfin, à sortir de l'exécution de la méthode. C'est une condition de sortie. Parce que si une seule valeur est fausse dans un et, toute la condition est fausse. Donc quand on va voir cette valeur 1000 qui va être attribuée à faux, on va sortir de l'exécution du et on va renvoyer en valeur de notre exécution la dernière valeur qu'on a regardée, c'est-à-dire dans ce cas-là le 1000. C'est pour ça que 1000 et 72 va nous renvoyer 1000. Par contre, si la première valeur existe, dans le cas par exemple de 42 et 72, la 42 existe, mais ça ne suffit pas pour sortir du et. Dans ce cas-là, on est obligé de regarder la seconde valeur qui existe aussi et qui va nous permettre, vu que toutes les valeurs ont été validées, de sortir de ce et. Et quand on sort de ce et, la valeur qui va être renvoyée, c'est la dernière valeur qu'on a regardée, donc le 70. C'est beau, hein? Et tout ça, ça nous sert, etc. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Vous me posez la question? Ouais, ok. Parce que si vous me posez pas la question, moi je suis emmerdé, donc après c'est moi qui fais les voix quand ça fait oui, comment ça se passe, tout ça. Voilà. C'est ok, on va continuer, hein, les mecs. On va se calmer. Je vous demande de vous arrêter. C'est pas une expression de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais là on reprend comme ça qu'on fait dans la vie, on prend des petits bouts un petit peu à droite à gauche, on change une personnalité. L'histoire de la vie, très intéressant, mais ça ne concerne pas du tout aujourd'hui. Ben non, parce qu'aujourd'hui on parle du Ruby, on parle du et, tout ça. On en a rien à foutre de l'histoire de la vie. Hein, les mecs, Simba, tout ça, Moussaka, le roi lion, rien à péter. Ok. Du coup, vous avez déjà tenté de vérifier si une variable existait avant de faire une exécution? Ça pourrait être pratique. Et c'est un petit peu ce qu'on pourrait imaginer dans ce comportement-là. C'est-à-dire que la première valeur n'existe pas et du coup l'exécution ne se fait pas. On pourrait simplifier ça comme ça. Et dans le second, la première valeur existe et du coup, on nous renvoie une seconde valeur qui peut-être nous intéresse. Imaginons, maintenant, comme ça se fait souvent en règle, qu'on met un formulaire. Que sur ce formulaire, on a fait une variable email avec l'input du formulaire, et puis sur cette variable email, on va y effectuer la méthode script. Script qui, en règle, permet d'effacer en fait des espaces au début et à la fin d'une chaîne de caractères, à la fin d'une string. Si je fais par exemple thomas.script pour la démo, vous allez voir que tous les espaces en fin de chaîne de caractères ont été supprimés.
C'est quelque chose qui est très intéressant à faire parce que ça permet de virer un petit peu les malencontreuses espaces qu'il pourrait y avoir sur un copier-coller, quelque chose comme ça, sur un input utilisateur, sur un formulaire. Mais le problème, le gros problème, c'est que si notre variable est vide, oula, si notre variable est vide, nil.c, là, ça va bugger. Et donc, ça va faire planter notre action, et ça, c'est pas bon du tout, forcément. Donc, ce qu'on va vouloir faire, le plus souvent, c'est dire email, reçoit email en script, if email, point present. Quoi? Quelle longue ligne pour si peu de choses. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est quand même quelque chose d'assez embêtant. Ouais, on vu le comportement ici du et. Si on remplaçait la première valeur par notre variable email, quand email serait vide, ça nous renverrait vide, donc rien. Quand email serait présent, ça nous renverrait une seconde valeur qu'on a envie d'utiliser. Cette seconde valeur, ça pourrait être notre email.script. Donc on pourrait dire email reçoit email et email.script. Dans ce cas-là, email était vide, donc email et email.script sont pas vides, donc email reste vide. Et si email dedans, je mets hop, une valeur qui va être traitée, on s'en rend compte que notre variable email a été traitée comme il se doit. Donc ça, c'est déjà sympa, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu long, surtout cette première phase, avec ça, quand on a une assignation qui utilise notre variable et quelque chose, enfin une opération quelque chose, on peut simplifier ça dans la syntaxe release en faisant quelque chose comme ça, et on reçoit. Et ça marche pour le plus reçoit, moins reçoit, multiplier reçoit, ou on reçoit, etc. C'est vraiment excellent. Donc ça, c'est une syntaxe qui marche pour toutes les opérations, toute l'assignation, où vous utilisez la même variable pour la variable de finale et une variable que vous utilisez qui va être utilisée dans l'opération. Et donc là, on a simplifié notre ligne qui disait email reçoit email.script if email.present par quelque chose qui quand même est beaucoup plus court, en qui nous a fait gagner du temps, qui nous fait gagner en lecture une fois qu'on le fait. À ce sûr, il faut connaître le truc. Et une fois qu'on le fait, une fois qu'on a assigné le truc, c'est vrai que c'est quand même bien plus joli, bien plus élégant, bien plus rapide, bien plus fluide. Et donc, on a ici un petit peu l'aboutissement de ce qu'on peut faire sur ce opérateur C. Voilà. Vous connaissez tout sur le et, le n, etc. C'est vraiment super. Maintenant, je vais vous parler exactement de la même chose sur l'opérateur ou. Donc l'opérateur ou, qui peut dire false ou true, qui peut également se dire false or true. Les règles de priorité sont les mêmes que précédemment, que ce qu'on a vu pour le et. Donc si par exemple, on va vous faire un exemple différent pour bien saisir cette notion de priorité-ci. Je fais une fonction qui va s'appeler pushArg et je vais prendre un petit argument et dont la seule fonction sera de pousser cet argument, d'accord, et qu'on appelle pushArg dans une, même pas dans une condition, dans un contexte où on va dire pushArg true, ou plutôt false ou true, false ou true. Qu'est-ce qui va être poussé là dans ma fonction? True, parce que justement ce false ou true
on a toute cette zone-là, ici, qui a été exécutée avant l'appel à la méthode. Donc on a d'abord eu une exécution phase before qui nous a renvoyé true, et ensuite l'appel de la méthode pushArg avec la valeur true. Si maintenant on remplace dans cette ligne et qu'on met un or, qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord avoir l'exécution de la méthode pushArg avec l'argument false, et ensuite le résultat de ça, ou vrai. Donc on voit ici, le push dans pushArg est à faux. Voilà, donc ça c'est la même règle, c'est la même subtilité. Et c'est vrai que si vous êtes dans une condition compliquée, si vous faites par exemple i, une méthode i avec un argument y, si vous mettez un or ici, or une autre valeur, d'accord, une autre variable, là, vous êtes sûr que au moins cette méthode va s'appeler uniquement avec cet argument. Tandis que si vous aviez mis un ou avec un double pipe, pour vous assurer que que la première méthode soit appelée avec l'argument, il aurait fallu explicitement mettre des parenthèses sur les arguments qu'on passe à la méthode. Et personnellement, Ruby permet de skipper les parenthèses sur les appels des méthodes. Je trouve ça très bien parce que je pense que les parenthèses polluent vraiment la lecture du code et surtout en fait quand elles se multiplient énormément. On voit souvent des conditions quand on utilise les parenthèses explicites énormément, on voit souvent des conditions qui se bourrent de parenthèses, où on a 4 parenthèses ouvrantes, 4 parenthèses fermantes, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus où commence où, et quelle est la fin. Et c'est vraiment très pénible sur la relecture du code. Et vous savez que la relecture du code, c'est quelque chose de très important. Vraiment. C'est extrêmement important. Parce que ça permet d'une meilleure maintenabilité du code. Et c'est quelque chose qui est primordial quand on écrit du code. Allez, dernier petit truc, c'est avec le ou. On va parler du ou reçoit comme on a parlé du et reçoit, sachant que là, le ou reçoit, en fait, va permettre de remplacer une syntaxe, en fait, de vérifier que la variable est vide. D'abord, si on fait 1000 ou 42, eh bien, la première valeur ne suffit pas pour sortir de l'exécution de ce ou, donc on est obligé de checker la seconde valeur qui va être existante dans ce cas-là, et donc on va renvoyer le résultat de la dernière valeur, donc 42. Par contre, si on met 72 ou 42, ben la première valeur existe, donc suffit pour sortir de notre condition ou, et va être renvoyé 72. Dans ce cas-là, si on a une variable, on veut lui assigner une valeur par défaut, en fait, je ne sais pas, moi par exemple, on va dire le nom, son nom, on veut que s'il n'est rien rempli, cette variable nom soit égale à noName. Et on voit là, notre variable nom n'existe pas. Nom reçoit noName, si je pousse nom, il est à noName. Maintenant, si vu que mon nom, je peux lui mettre une valeur, d'accord, et si je réexécute mon ou reçoit, on voit que ma variable de nom n'a pas changé. Donc, deux syntaxes, enfin voilà, une syntaxe, le ou reçoit, qui nous a permis de remplacer nom reçoit, quelque chose de très long, noName, if, non, point blanc. Donc c'est quand même quelque chose de très lourd, et pareil, même intérêt qu'avec le et reçoit, on simplifie, on raccourcit, on tape moins de choses, on est plus clair, vu que la condition en fait est exprimée ici, une fois qu'on connaît le truc, c'est beaucoup plus simple à lire. Ah,
Donc c'est fini pour cette première mission du tryhard avec une petite conclusion. Les end et le double SQL, préférablement, je préfère écrire quand j'en ai l'occasion le end en toutes lettres. Je trouve il est plus simple. Enfin, toujours pareil, une question de facilité de lecture. Il est plus simple à lire. On voit très bien qu'est-ce qui va se passer avant, qu'est-ce qui va se passer après. On connaît l'ordre des opérateurs, mais c'est vrai que dans certaines conditions, ben, on va préférer le double scarlet en fonction de ce qu'on veut faire, hein, forcément. Voilà. Pareil pour le OR et le double pipe. Je préfère écrire un OR qu'un double pipe quand mon contexte me le permet. Et voilà. Et le et reçoit, donc, pour remplacer if present, le ou reçoit pour remplacer if point blanc. Et donc ça, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et qui est vraiment hyper sympa. Donc je vous encourage à l'utiliser aussi. Allez, ben, la vidéo est finie. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, tout ça. On va essayer de parler un petit peu plus rapidement, d'entrer directement dans du code un petit peu plus compliqué. Je pense aborder un peu sur les blocs, enfin je vous en parlerai. Voilà, allez, c'est fini. C'est tout, faut partir. Voilà, il n'y a plus de temps là. C'est